Ça alors, vous ici. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Que diriez-vous qu'on parle de la dernière élection en date, celle de l'Allemagne? Non, pas celle-ci. Voilà, celle-là. Mais avant de démarrer, je vois que vous n'êtes pas abonné. Peut-être que vous devriez y songer sérieusement. Il y a de bons cookies à la clé, vous savez. Bref, aujourd'hui, on parle des élections fédérales allemandes de 2021, et sans problème de son, je l'espère. C'est parti. Alors, l'Allemagne est une république fédérale qui est constituée de 16 Länder, donc 16 États fédérés. En Allemagne, actuellement, il y a deux grands partis, les sociodémocrates et les conservateurs, en gros. Depuis 2005, c'est l'alliance CDU-CSU, les conservateurs, qui domine, avec à sa tête la fameuse physicienne chimiste, Angela Merkel. Das ist un enorm Atom. Oui, j'ai fait allemand LV12, faut le savoir. Hein. Malheureusement, en cette année 2021, Angela fait ses valises, après 16 ans de bons et loyaux services en tant que chancelière et 4 élections fédérales remportées. Pour la succéder, ce devait être AKK. Non, pas AKK 47, mais Annegret Klump-Kallenbauer. Non, ce n'est pas raciste, encore une fois. J'ai fait LV12 allemand. Je maîtrise parfaitement la prononciation. Bref, AKK devait succéder à Angela, mais c'était sans compter quelques problèmes qui ont frappé le parti et ont poussé cette dernière à la sortie. Pour succéder à Merkel durant ces élections, nous aurons donc Armin Laschet, nouveau leader de la CDU-CSU. Mais alors, l'héritier de Merkel est-il parvenu à maintenir son parti au pouvoir? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, parlons un peu du mode de scrutin. Le scrutin a lieu tous les 4 ans. En théorie, il y a 598 sièges et la majorité est à 300. Mais en pratique, c'est plus compliqué. Déjà, on a une partie qui est élue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. L'Allemagne est donc divisée en circonscriptions, 299 plus exactement, soit la moitié de 598. Et chaque citoyen vote pour un candidat dans sa circonscription. C'est le candidat qui reçoit le plus de voix qui remporte le siège de la circonscription. Mais on a aussi un scrutin proportionnel. Chaque citoyen vote donc aussi pour une liste dans son land, son état fédéré donc. Et on répartit le nombre de sièges proportionnellement au résultat. Mais alors, pourquoi c'est plus compliqué? Eh bien, je vous ai dit que, en théorie, il y avait 598 sièges. Regardez le nombre de sièges en 2017. Oui, il y en a 709. En réalité, 598 est un nombre théorique qui est amené à évoluer. Parce que la proportionnelle ne se fait pas sur 299 sièges, mais sur l'intégralité des sièges, donc 598. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, normalement, on vire les partis ayant fait moins de 5% des voix à l'échelle nationale, lors du scrutin proportionnel. Sauf si ces partis ont remporté au moins 3 circonscriptions lors de l'autre scrutin. Et ensuite, c'est le bordel. Honnêtement, ils ont l'un des scrutins les plus éclatés au monde. J'ai jamais vu un truc aussi compliqué. Et que dans tel land ils ont 10 voix, et que dans tel autre ils en ont 5. Dans celui-ci, il faut additionner les voix des deux scrutins pour établir la proportionnalité, mais pas dans celui-là. Bref, je sais pas qui a inventé cette merde, mais je vous jure que si je le retrouve, je vais lui demander pourquoi? Non, sérieusement, ton objectif c'est d'exploser le cerveau de ta population lorsqu'ils vont voter? Et attendez, encore j'ai pas parlé de quels étaient les critères pour définir une circonscription ou encore de la dernière réforme pour limiter le nombre de sièges. Enfin bref, un scrutin pourri sur 20. Alors qu'il existe un scrutin qui est tellement plus merveilleux et qui pourtant, à ma connaissance, n'est pas appliqué. Non, sombre ignorant, ce n'est pas le jugement majoritaire. C'est tellement plus merveilleux que ça. Mais bon, je le garde pour plus tard. Si vous le voulez, bien entendu. En tout cas, pour que tout ça reste simple, on va présenter le scrutin de la façon suivante. Si un parti fait X% à l'échelle nationale, alors il obtient X% des 590 sièges. Donc par exemple, si un parti fait 10%, il obtiendra 10% des 598 sièges, soit environ 60 sièges. On répartit donc 598 sièges de cette manière. On prend ce nombre de sièges obtenus et on le remplit avec des élus de circonscription. S'il reste de la place, on complète avec les gens sur la liste. Si vous n'avez toujours pas compris, je vais prendre un exemple simple.
imaginons que la CDU fasse 30% des voix au scrutin proportionnel, c'est-à-dire environ 179 sièges. Cela signifie qu'ils ont le droit à un minimum de 179 sièges. S'ils remportent moins de 179 circonscriptions, disons 100, alors cela signifie que les 79 sièges manquants seront complétés par des candidats sur liste. Ils auront donc 179 sièges au total, soit le nombre de sièges qu'ils obtiennent au scrutin proportionnel. Par contre, s'ils remportent plus de circonscriptions, disons 300, alors ils auront 300 élus de circonscription, tout simplement. Ils ont donc 121 sièges de plus que ce qu'ils obtiennent à la proportionnelle. Le nombre de sièges au Bundestag a donc augmenté de 121, et c'est comme ça que le nombre total de sièges peut augmenter. Bref, c'est pas évident, mais j'espère que vous avez compris. Ensuite, le président de l'Allemagne est bien entendu chargé de nommer chancelier la personne qui a été en mesure de former une majorité. En général, c'est la personne qui est arrivée en tête de l'élection. Mais il arrive que des partis qui ne sont pas arrivés en tête forment un gouvernement de coalition. Les négociations peuvent en général durer quelques temps. En 2017 par exemple, cela a pris 6 mois. En attendant, c'est donc l'ancien gouvernement qui reste aux affaires. Mais alors, quels sont les résultats de cette élection ? Déjà, on peut souligner que le taux de participation est de 77%, soit 47 millions de votants. Et c'est le SPD de Olaf Scholz qui arrive en tête avec 206 sièges et 26% du vote proportionnel. Alors, ce parti, c'est tout simplement le parti social-démocrate de centre-gauche par excellence. Un parti dont le retour au pouvoir est une surprise, puisque son dernier chancelier était Gerhard Schröder, prédécesseur de Angela Merkel. Néanmoins, on notera que le parti est dans la coalition formée par Angela Merkel entre 2005 et 2009, mais aussi entre 2013 et 2021. Bref, le pouvoir, ils connaissent. En deuxième position, nous retrouverons évidemment l'alliance CDU-CSU, Union chrétienne démocrate en Allemagne et Union chrétienne sociale en Bavière. Bon, en fait, c'est une alliance entre deux partis, mais en réalité, la CDU est présente dans tous les Länder sauf la Bavière et la CSU seulement en Bavière. Donc bon, on se contentera de les appeler chrétiens démocrates ou conservateurs, ou alors parti de centre droite si vous préférez. Et donc, ce parti, il est représenté par Armin Laschet, qui obtient 196 sièges et 24% des voix. Juste après, nous retrouvons les Verts, le parti écologiste, avec à sa tête Annalena Baerbock, que je surnommerai Superbock pour faciliter les choses. Annalena Superbock arrive donc sur le podium avec 118 sièges et 15% des voix. Un score qui contraste avec le résultat des Verts de 2017, puisque ces derniers passent de la 6e à la 3e place. Et oui, sacrée remontée. Ensuite, nous avons les FDP. FDP veut ici dire Parti libéral-démocrate. Ce sont en gros les libéraux, le centre. Et je vous vois venir derrière votre écran, avouez que vous trouvez qu'ils portent bien leur nom. D'ailleurs, vous savez quel est le nom de leur mouvement de jeunesse ? Jungle libérale. Non bon ok, ça s'appelle Junge libéral, mais avouez que ça aurait été marrant. Bref, le FDP est mené cette année par Christian Lindner, qui remporte 92 sièges et 11,5% des voix. Il semble donc que le parti sera en mesure de jouer son habituel rôle de parti pivot cette année, dans l'objectif de former une coalition gouvernementale. Mais on reviendra dessus plus tard. Derrière le FDP se trouve l'AfD, Alternative for Deutschland, ou Alternative pour l'Allemagne en bon français. Alors, ce parti est des plus intéressants puisqu'à la base, c'est un parti de droitard qui voulait sortir de l'euro. Mais depuis 2015 et la crise des migrants, le positionnement du parti évoluerait selon la plupart des commentateurs vers l'extrême droite radicale, au point que l'un de ses fondateurs, Bernard Luck, ait quitté le parti en 2015 et fondé un nouveau parti, après avoir été débordé par sa base militante. Base militante qui a choisi une candidate qui, elle-même, a quitté le parti pour fonder quelque chose de plus modéré que ce qu'est l'AfD aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, il y a, semble-t-il, un petit début de radicalisation. En tout cas, l'AfD, qui avait fini 4e en 2017, se retrouve désormais à la 5e place avec 83 sièges et 10% des voix. Enfin, nous avons Die Linke, la gauche, successeur du parti unique socialiste qui dirigeait l'Allemagne de l'Est. Bref, un beau CV pour tout gauchiste et extrême gauchiste qui se respecte. Malheureusement, en Allemagne, c'est pas trop la fête pour eux, puisqu'ils obtiennent seulement 39 sièges et 5% des voix. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, Verts et libéraux sont désormais les faiseurs de roi. La CDU refusant de s'allier avec l'AfD, et Die Linke étant trop fait pour former une majorité avec les Verts et le SPD,
il ne reste plus qu'à la CDU et au SPD une option, celle d'aller chercher Verts et libéraux. À moins que SPD et CDU se décident à former un gouvernement ensemble. Mais personnellement, je miserais plutôt sur une coalition de centre-gauche, SPD, Verts, libéraux. On risque donc d'avoir à la tête de l'Allemagne dans les 4 prochaines années un gouvernement social-libéral, progressiste, écologiste et europhile. De quoi faire crier de douleur nos souverainistes de droite préférés. Même si bon, en Allemagne, il y a généralement peu de débats sur l'économie et le droit. Mais bon, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo de Luca Bender qui est très intéressante. Bon, après je vous préviens, c'est en anglais. Autrement, laissez un petit pouce bleu, non? Et abonnez-vous, et activez la cloche. Ouais, je sais que ça peut paraître un peu pénible à entendre toute la journée, mais c'est le seul geste d'encouragement que je vous demande si vous trouvez que ça le mérite. Et ça ne prend que quelques secondes. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Droite Fragile et je vous dis à la prochaine. Ciao.